Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Larry Harari et je vous dis bonjour pour ce nouvel épisode, le 6e de Unshakable, mon podcast bimensuel publié sur Spotify mais également sur YouTube, sur la chaîne dédiée à mes créations. Ce podcast parle d'éducation, de culture, d'innovation, de business, bref, des thématiques qui pour moi sont très importantes au XXIe siècle. Et pour faire écho aux thématiques qui justement me tiennent à cœur, je vous propose aujourd'hui de parler d'innovation et j'ai décidé d'intituler cet épisode « Est-il possible d'être innovant dans la France du XXIe siècle ?» Alors on entend souvent dire que la France n'est pas un pays qui favorise les innovants, n'est pas un pays où il est possible de créer des choses nouvelles, où il existe des forces immémoriales, culturelles, des blocs de granit conservateurs qui empêchent l'innovateur, l'entrepreneur, l'inventeur, le créateur d'exprimer ses talents, ses idées, ses innovations, où toute pensée nouvelle sera bâillonnée, plaquée au sol, jetée à la cave et laissée morte au rat. À ce constat souvent pessimiste, répandu par les médias, certains partis politiques, certains penseurs, j'apporterai une nuance, tout en ne dénuant pas complètement le constat d'une potentielle forme de vérité. Tout d'abord, est-il possible d'être innovant ? Est-il possible d'être innovant ? Oui. Oui. La réponse est simple, oui, on favorise les innovants, il existe des dispositifs en faveur de ces gens, il y a de l'argent mis à leur disposition, plus que dans d'autres pays européens. Il y a des parcours parfois du combattant, mais il est possible, globalement, d'être innovant. Pour autant, contrairement aux pays anglo-saxons, le secteur privé n'est pas le moteur de l'innovation en France. Voilà, c'est l'État, et ça, c'est quand même très triste. Parce qu'en fait, ce qu'on s'aperçoit en France, c'est que le vrai conservateur dans tout ça, c'est très souvent le secteur privé. Alors le secteur privé, moi je l'entends en général des grosses boîtes, hein. Je ne vous parle pas des petites PME. Les petites PME françaises, je pense qu'au contraire, elles sont assez créatives. Je pense que le français en lui-même est créatif. À ce niveau-là, il n'y a pas vraiment de sujet. Mais on s'aperçoit que les mastodontes de notre économie, hein, favorisés depuis des lustres par nos politiques publiques, sont en général les plus reluctants à ça. Plus la structure est grosse, plus elle devient un enfer à la fois administratif et rempli de bullshit job. C'est Julia de Funès qui le décrit dans son bouquin La comédie inhumaine. Le taux de complexité des entreprises évolue beaucoup et grandit beaucoup plus rapidement que le taux de complexité administratif de l'État. Il existe de nombreuses personnes dans les grandes entreprises qui sont juste là pour maintenir l'équilibre en place, et de nombreuses entreprises ne sont pas faites pour les innovateurs, les esprits critiques ou quoi que ce soit. Elles sont faites pour conserver un système et protéger les médiocres. Ça, c'est un constat qui existe. Je pense qu'il est inhérent un peu à toute activité humaine, mais c'est vrai qu'en France, il est particulièrement fort parce qu'on a cette culture dans les grandes boîtes de l'immobilisme. Voilà. Puis après, ils essayent de se rendre innovants en faisant des prix pour l'innovation, mais ça ne vous rend pas innovant. Hein. Si vous n'avez pas une culture de boîte là-dessus, vous n'allez pas attirer les profils innovants et ils ne vont pas venir chez vous, et ils ne vont pas y rester surtout. Et donc ça, pour moi, c'est clair que l'un des principaux obstacles, ce sont les mammouths de l'économie. Voilà. On va dire que l'innovation pour eux, c'est comme le greenwashing, quoi. C'est un truc à la mode, mais ils n'y croient pas. Voilà. Ensuite, il existe indéniablement une résistance administrative, là plutôt au sens de l'État. Moi, j'ai eu l'occasion, dans mes activités économiques,
étudiant en tout cas, de rencontrer des gens innovants, des gens qui ne pensaient pas comme leur administration, des gens qui défendaient une autre version de leur activité administrative, professorale, ou bien d'aide à l'activité économique. Des gens très engagés, libres dans leur tête. Mais ces gens-là étaient en général minoritaires. Et très souvent, vu que ce sont les meilleurs éléments de leur administration, débordés de sujets, de dossiers, bon. Ils existent, mais ils font souvent face en interne à des challenges d'autant plus grands et à un sentiment où ils sont, enfin, on va dire, ils sont un peu coulés sous la masse de travail et de résistance interne qu'ils doivent fournir. Voilà. Donc ça, je dirais que globalement, on leur ordonne aux établissements publics d'avancer vers l'innovation. Et donc, vu qu'ils respectent les ordres, même s'ils n'ont pas les ressources humaines, on va dire qu'ils vont aller vers l'innovation. Donc, on va dire à ce niveau-là, autant dans le secteur privé, moi je fais vraiment une différence entre les grandes boîtes et les petites boîtes qui sont pour moi le centre, le cœur de l'innovation et vraiment de la richesse de notre pays. Pour moi, les grandes boîtes, pour beaucoup, sont en réalité des destructeurs d'activité. Hein. Pour moi, dans l'activité publique, le constat est plus nuancé. Je pense que les administrations reçoivent l'ordre d'innover, qu'elles n'ont pas les ressources humaines pour le faire, ou qu'elles le font mal, ou trop rapidement, ou bref, voilà. C'est pas toujours possible, également. Et qu'il existe à l'intérieur de ces administrations des gens exceptionnels. Des gens qui vraiment, si notre pays était rempli de gens comme eux dans l'administration, on aurait le pays le plus innovant du monde. Il existe ces gens-là, et pour moi, ils devraient être beaucoup plus valorisés par l'État. Je pense qu'avant de mettre en place des ordres et des politiques, on doit aller chercher les ressources humaines en interne et voir un peu ce qu'on peut faire. Rassembler ses troupes avant de partir à l'assaut, me semblerait être un bon conseil pour l'État français. Voilà. Il n'est pas assez conscient de ses ressources humaines, de par cette idée également d'emploi à vie dans l'administration. On perd vraiment cette idée que on est au service du public, on est au service du peuple, on est au service des citoyens, et que fondamentalement notre objectif se doit d'être doublé d'une quête d'excellence, d'une quête de faire grandir les pépites de notre territoire, de notre pays. Ça devrait être une quête poursuivie par toutes les administrations, repérer les gens d'exception, les aider, les soutenir, parfois un peu plus que les autres. Voilà, je pense que la mission de service public universel doit s'appliquer à la majorité des services, mais je pense également qu'il doit exister des services, des gens dédiés à ceux qui portent nos sociétés, encore plus quand ils sont issus de la société civile. Et je pense fondamentalement qu'il est possible d'innover en France, mais que ceux qui vont s'opposer à vous, ceux qui vont vous ralentir, ne sont pas forcément ceux auxquels vous vous attendiez. Voilà. Ils peuvent être dans le privé. Ils peuvent être dans le public, comme on s'y attend, mais dans le privé également. Nous, à notre échelle, on l'a vu, hein, en tant que start-up, il y a des gens vraiment merveilleux dans le monde des incubateurs, par exemple, à start-up, et il y a des gens d'une médiocrité crasse, quoi. Il y a les deux. Et je vais te dire, moi, je vais vous dire, honnêtement, être innovant, c'est quelque part être insoumis. Pas insoumis au sens politique. Insoumis au sens où on ne légitime pas le système actuel, où on ne légitime pas la force, la chape de plomb qui s'exerce sur le créateur, qui fait forcément des erreurs et qui, dans le système français, est toujours condamné. Parce que le créateur fait des erreurs, c'est ce qui lui permet d'évoluer dans son art. Moi, j'essaye, à mon échelle, de bâtir un nouveau système. Avec plein d'autres innovateurs, on n'est pas seul, ils existent en France. Les ressources humaines existent. On a vraiment des gens merveilleux dans notre pays. Ensemble, chacun à notre manière. Juste en poursuivant nos objectifs, on essaie de bâtir un système réellement nouveau. On n'est pas vraiment dans cette rhétorique victimisatoire qui justifie toutes les médiocrités. Moi, mon père, c'était un migrant, j'ai un nom et un prénom qui n'ont rien de français. Pourtant, j'ai jamais été victime d'une forme de racisme organisationnel, de dire oh, « toi, tu n'as pas le droit d'innover, tu es différent, tu as un nom différent ». On ne m'a jamais fait remarquer ma potentielle différence. Je n'avais
de nom, de prénom et une partie de mes origines, rien de français, la France m'a dit, innove, crée, on va t'aider. Je n'ai jamais été victime de bâtons dans les roues. Voilà. La France nous offre finalement à tous, et là je parle des Français au sens large, les mêmes chances. Il y a des inégalités. Elles sont fortes, elles sont souvent injustes. Mais si tu as vraiment envie de faire quelque chose de ta vie, en France, tout est possible. Et ça vraiment que je veux porter. C'est que peut-être que, effectivement, lancer une start-up ici, c'est plus dur qu'aux États-Unis. Mais c'est possible. On ne va pas vous mettre autant de bâtons dans les roues que vous croyez. Souvent, on va vous soutenir, on va vous appuyer, on va s'intéresser à vous. Ce sera avec beaucoup de finesse, ce sera avec énormément de détermination que vous arriverez à fonder votre boîte ou à grandir votre activité, quelle qu'elle soit. Quand on est penseur, quand on est intellectuel au sens large, on se rend compte que les institutions nous mettent des bâtons dans les roues, non pas tant parce qu'elles le veulent, mais parce qu'elles sont ce qu'elles sont l'immobilisme. Voilà. Le penseur est un innovateur à sa manière, et je pense que notre peuple, notre nation, notre pays, notre continent, notre monde a besoin de penseurs, d'intellectuels, de créateurs, de gens différents, de gens qui acceptent la différence et qui mettent leurs différences, leurs habitudes différentes, leurs créations différentes, leur façon de penser différente au service de leurs contemporains. Pour moi, le monde leur appartient. Et je pense que notre pays est un bon pays pour créer, innover. Nous sommes dans un pays sûr, nous sommes dans un pays où certes, la justice recule, mais elle existe encore. Où le coût de la vie est modéré par rapport à d'autres pays, où il y a un certain brassage d'idées, même parfois de population, même si le brassage en tant que tel n'est pas une valeur, mais il aide à faire circuler indéniablement les idées. Il est important d'être un hub de penseurs intellectuels. Je pense qu'on se nourrit également de ce qui vient d'ailleurs. C'est ce qui a fait toujours la force de l'Occident. C'est d'aller prendre les idées d'ailleurs et les réadapter, les améliorer, les perfectionner. Et je pense vraiment que notre pays doit retrouver cette idée-là où on doit être les phares de l'innovation, de la création, de la différence. On doit vraiment être au centre de la nouvelle économie qui apparaît. Et c'est une économie qui est basée sur les cerveaux, sur la qualité des cerveaux qui composent notre pays. On ne peut plus créer une économie sur les bases industrielles en mettant des masses ouvrières au travail et quelques génies qui profiteraient des fruits. Aujourd'hui, je pense qu'on est dans l'époque de la collaboration absolue. La collaboration est une nécessité, le collectif est une illusion. Collaborer au XXIe siècle avec les gens de votre secteur, avec vos collègues, avec votre patron, c'est nécessaire, vital, utile. C'est une priorité. Je pense que les organisations, et je vais leur donner 2 conseils, un pour le public, un pour le privé. Pour le privé, mettez vos organisations au service de l'innovation utile. Promouvez les meilleurs, les créatifs, les libres penseurs, les critiques, les esprits critiques. Promouvez ceux qui ont le courage de leurs idées et la légitimité de leurs actions. Promouvez ceux qui, par leur détermination, leur volonté, leur envie, mais également leur justesse et leur empathie, peuvent faire grandir vos organisations. Promouvez des modes de management parfois décentralisés. Sachez que tout le monde ne peut pas diriger, tout le monde ne peut pas être manager, qu'être manager, comme Julia de Finesse le dit, est une compétence et non pas une promotion. Aux administrations publiques, je dis, innover pour innover est inutile. Parfois, des solutions low-tech, donc basse technologie, papier, crayon, sont meilleures que des innovations technologiques. L'innovation pour l'innovation est une illusion. Par contre, sachez prendre en compte les ressources humaines qui existent parmi vous. Les gens vont suivre vos ordres, messieurs les politiques. Les administrations suivront ce que vous leur ordonnez de faire. Ils résisteront peut-être en interne, mais ils le feront. Mais s'ils le font mal, c'est tout un peuple, c'est tous les utilisateurs du service qui en pâtissent. Également,
que les gens qui sont employés par cette administration, les fonctionnaires. Sachez prendre en compte qu'il existe parmi vous des gens exceptionnels et uniques. Qu'au nom de l'égalitarisme, on ne les récompense pas, on ne les met pas en valeur, mais que vous devriez non pas penser toujours égalité, mais penser justice. Pensez que votre organisation, que notre peuple, que notre État a besoin de gens brillants et que ces gens brillants doivent être récompensés, valorisés et qu'on doit leur donner les moyens de leur action avant d'ordonner à la cohorte entière des fonctionnaires d'agir en faveur de l'innovation. Permettez à ceux qui sont déjà innovants, à ceux qui ont l'intelligence de plusieurs secteurs, d'avoir les moyens de leur action. Donnez-leur des moyens financiers, humains, donnez-leur du temps, ne les mettez pas sous pression, ne leur demandez pas des rapports constants, demandez-leur des résultats de long terme, demandez-leur de bâtir la France de demain, au lieu de leur demander de bâtir la France de la fin du quinquennat. Mettez l'administration au service des citoyens et non pas au service de la perpétuation indéfinie de l'État. L'État, ne vous préoccupez pas, il existera toujours dans 100 ans. L'État doit être protégé, nous sommes d'accord, mais il y a des gens pour ça. Ces gens, donnez-leur à nouveau le moyen de leur action et vous n'aurez plus besoin de demander perpétuellement aux administrations de faire un travail qu'elles ne peuvent pas effectuer ou bien de demander aux gens les plus brillants qui composent les effectifs d'effectuer des rapports que d'autres gens beaucoup moins brillants pourraient très bien effectuer si on ne leur demandait pas de faire de l'innovation car ils en sont incapables. Je pense fondamentalement qu'il faut une politique RH aux administrations. Une politique RH décentralisée qui valorise les éléments brillants, qui met en avant le service public comme étant un service inconditionnel à tous, mais un service inconditionnel à tous pour, in fine, permettre l'avancement de notre société. Et cet avancement passe par qui ? Passe par les éléments intelligents, brillants, innovateurs, généreux qui composent notre peuple, notre société. L'État se doit à ceux-ci de leur donner des moyens supplémentaires qu'à ceux qui sont médiocres, à ceux qui sont purement issus par exemple des réseaux d'influence. Donnons des moyens aux innovateurs sans argent, donnons des moyens aux créateurs talentueux sans réseau. Donnons-leur ces moyens, contribuons également à mettre le privé au service de l'action économique globale. Que le privé ne soit plus uniquement cette espèce de grande mafia qui existe dans les multinationales où finalement entre les hauts fonctionnaires et les grandes multinationales, il y a des porosités qui font que ces gens-là sont du même monde, qui n'appartiennent même plus à l'économie normale. Quand on voit les subventions qu'ils reçoivent, c'est purement honteux. Les entrepreneurs, les petites PME, ils ne reçoivent pas tout ça. Cessons cette distorsion. Et si vous êtes tellement liés à ces gens-là, mais ordonnez-leur de 1, de payer leurs impôts en France, de 2, de mettre leur politique d'entreprise au service du développement économique du pays. Et pas uniquement avec du PIB à court terme, mais également avec de l'innovation à long terme, et également toujours en mettant comme objectif terminal de toute politique publique 2 choses. La perpétuation d'un État et le développement des ressources humaines de notre pays. Pour moi, l'État, premièrement, il est le paravent, il est la protection contre les dangers qui pèsent sur notre société, sur l'extérieur, de l'extérieur et de l'intérieur. C'est son rôle premier, nous devons protéger l'État, l'État est utile. Et ensuite, un État évolué, c'est un État également qui sait qu'il ne peut pas tout faire, mais que ce qu'il fait, il doit le faire très bien. Et je pense qu'in fine, être un innovateur, c'est ça. C'est savoir qu'on ne peut pas tout faire, mais ce qu'on le fait bien, on le fait très bien, on cherche toujours à le faire mieux, et on cherche comme objectif terminal à mettre notre création, notre innovation au service d'un maximum de personnes, parce que, en fait, très souvent, en tant qu'innovateur, on veut améliorer la société, et pour ça, la société doit également nous appuyer. Et ça passe par l'éducation familiale, l'éducation scolaire, l'éducation professionnelle. À tous les niveaux, on doit dire que innover, être critique, c'est bien. Si on met sa réflexion, sa pensée, son action au service des autres. Cherchons cet objectif-là et soyons innovants
en mémoire de tous les innovateurs qui ont composé notre histoire, en mémoire de Beaumarchais, en mémoire de tous ces ingénieurs, de tous ces créateurs, de tous ces scientifiques, de Marie Curie à Pasteur, à Claude Bernard, à Lavoisier, en mémoire de tous ces gens incroyables qui ont su penser parfois contre les canons de leur époque. Être français, c'est souvent prendre des risques, c'est parfois prendre le chemin difficile, mais c'est in fine toujours faire quelque chose d'utile et de grand, parce qu'être français, pour moi, c'est ça. Être français, c'est chercher quelque chose de grand. Voilà. Et être innovant, c'est donc un peu être français. Allez, je vous dis au mois prochain. Portez-vous bien. Ciao!